En France, Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, l'ancien président est reconnu coupable de corruption dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques. Il était présent ce lundi à l'audience du tribunal correctionnel. Le principal opposant au président Idriss Déby se retire de la course au fauteuil présidentiel. Saleh Kebzabo justifie sa décision par l'usage de la force. L'élection présidentielle est prévue pour le 11 avril prochain. Baptême de feu pour la nouvelle patronne de l'Organisation mondiale du commerce. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a entamé ce lundi son mandat à la direction de l'organisation. Son agenda est très chargé pour les prochains jours. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Nicolas Sarkozy en France écope de 3 ans de prison, dont un ferme. L'ancien président français est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. Il devient ainsi le deuxième chef d'État français condamné sous la Ve République après Jacques Chirac en 2011. Retour sur les faits dans cet élément. C'est l'épilogue de près de 7 ans de procédure dans laquelle l'ancien président Nicolas Sarkozy était poursuivi. Le tribunal correctionnel a estimé qu'un pacte de corruption avait été conclu entre l'ex-président, aujourd'hui âgé de 66 ans, son avocat, maître Thierry Herzog, et l'ancien haut magistrat, Gilbert Azibert, ces 2 co-accusés également condamnés à 3 ans de prison, dont un ferme. Le 8 décembre 2020, le parquet national financier avait requis contre Nicolas Sarkozy 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, en estimant que l'image présidentielle avait été abîmée par cette affaire aux effets dévastateurs. Sarkozy était accusé d'avoir tenté d'obtenir en 2014, par l'entremise de maître Herzog, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors haut magistrat, dans une procédure concernant la saisie de ses agendas en marge de l'affaire Bettencourt. Des informations qui devaient être délivrées par le magistrat en échange d'un coup de pouce pour un poste de prestige à Monaco. Condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes, Nicolas Sarkozy, qui était présent à l'audience dans ce procès de l'affaire dite des écoutes, n'ira toutefois pas en prison. La raison ? Aucun mandat de dépôt n'a été requis contre l'ancien président et les peines de moins de 2 ans sont systématiquement aménagées en France. C'est la première fois qu'un ancien président est condamné à de la prison ferme en France. En 2011, Jacques Chirac avait été condamné dans un dossier d'emploi fictif, mais à 2 ans de prison, avec sursis. Au Sénégal, les syndicats d'enseignants ont décidé d'aller en grève, une grève de 24 heures ce 1er mars, suite donc à des arrestations d'enseignants depuis quelques jours à Dakar, la capitale du pays, et d'autres régions, des arrestations qui seraient donc liées à l'affaire Ousmane Sonko, ce leader de l'opposition, cité dans une affaire de viol et qui défraie donc la chronique depuis quelques jours. Ce lundi, le G20, qui regroupe une vingtaine de syndicats d'enseignants du Sénégal, observe une journée noire et une grève de 24 heures en guise de soutien à plusieurs enseignants arrêtés ces derniers jours. Ils sont accusés de vouloir fomenter des troubles à l'ordre public liés à l'affaire Sonko, un motif jugé insuffisant par ces syndicalistes. Parmi les personnes arrêtées, un syndicaliste du cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moyen secondaire, interpellé samedi dernier lors d'une manifestation pour la démocratie sur la place de l'Indépendance, au lendemain de la levée de l'immunité du député Ousmane Sonko. Pour le moment, ni la police qui a procédé à ces arrestations, ni les syndicats d'enseignants ne sont en mesure de donner le nombre exact d'enseignants arrêtés, ni les raisons. En porte-à-faux avec cette initiative, le réseau des enseignants affiliés au parti au pouvoir condamne une décision purement politique. Le G20 qualifie les arrestations d'humiliation. C'est pour cela que nous avons voulu marquer le coup pour dire à l'État « Stop, il faut qu'il arrête. Nous serons garants des intérêts des enseignants et de l'école, mais aussi des libertés consacrées par la Constitution », affirme le coordinateur du syndicat. Au Tchad, lui, a décidé donc de jeter l'éponge. Le principal opposant, Saleh Kebzabo, a annoncé ce lundi qu'il retirait sa candidature à la présidentielle du 11 avril prochain. Il accuse notamment le président sortant Idriss Déby, aussi candidat, d'user donc de la force pour intimider ses concurrents. Saleh Kebzabo, à 4 reprises, candidat malheureux contre Idriss Déby,
a annoncé sa décision au lendemain d'une tentative d'arrestation à N'Djamena d'un autre candidat déclaré qui s'est soldée par la mort d'au moins 2 personnes à son domicile. Condamnant dans un communiqué l'attaque militaire du domicile de Yaya Dilo Djerou, le député de l'opposition dénonce le climat d'insécurité qui entachera certainement la campagne électorale pour les candidats qui vont affronter celui du Mouvement patriotique du salut, MPS, le parti de Idriss Déby, qui dirige le Tchad d'une main de fer depuis plus de 30 ans. En conséquence, le parti de Saleh Kebzabo, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau UNDR, décide de se retirer purement et simplement du processus électoral pour ne pas avoir à servir de caution à la mascarade qui se prépare sur une grande échelle, conclut le communiqué. Saleh Kebzabo, deuxième de la dernière présidentielle en 2016, avec 12,8% des voix, avait annoncé le 12 février sa candidature pour le scrutin d'avril. Idriss Déby s'était emparé du pouvoir en 1990 après un coup d'État. Saleh Kebzabo, ancien journaliste, arrivé en 3e position à la présidentielle de 1996, s'était rallié au chef de l'État au second tour avant d'entrer dans son gouvernement. Il y enchaînera les portefeuilles jusqu'à sa rupture avec le président de 1999, qu'il affrontera encore sans succès aux présidentielles de 2001, 2006 et 2016. Et près de 100 migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la mer ont été secourus ce dimanche au large de la côte ouest de la Libye. Plusieurs parmi eux montent encore à l'appel. On voit tout cela dans cet élément. Une traversée par l'ailleurs qui vire au drame. Dimanche, les migrants en majorité africains ont été secourus par des gardes-côtes de la marine libyenne et ramenés à la base navale de Tripoli. Une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations les a pris en charge à leur arrivée. Parmi eux, figurent 6 femmes et 2 enfants. Ils sont pour la plupart originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali, selon un représentant de l'OIM sur place. 2 survivants ayant entrepris cette périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre les côtes italiennes et qui se trouvaient dans un état critique ont été transportés vers un hôpital de la capitale. Une vingtaine de passagers sont portés disparus. Dans la plupart des cas, il y a peu d'opérations menées pour récupérer les migrants portés disparus, a déclaré à l'AFP Safa Cheli, porte-parole de l'OIM à Genève. Voir des corps rejetés par la mer sur les plages est désormais banal, a-t-elle déploré. Samedi, l'ONG allemande Sea-Watch avait secouru 147 migrants au large de la Libye, en proie au chaos, dans le cadre de 2 opérations de sauvetage menées par son navire Sea-Watch 3. La veille, elle avait déjà secouru 45 migrants. Plus de 1200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée selon l'OIM. Malgré une insécurité persistante, la Libye reste une route majeure pour des milliers de migrants fuyant le désespoir, la pauvreté et la corruption pour tenter de rejoindre l'Europe, souvent au prix d'une odyssée longue et dangereuse. Au moins 3700 hommes, femmes et enfants ont été interceptés et ramenés dans ce pays depuis le début d'année, a indiqué le bureau de l'OIM en Libye vendredi sur Twitter. Et la note de santé à présent, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que l'Afrique du Sud va donc alléger les mesures de restriction anti-Covid et que le gouvernement a décidé de faire passer le pays du niveau d'alerte 3 au niveau 1. C'est le pays le plus touché par le virus sur le continent. A reçu ce week-end une 2e livraison de vaccins Johnson & Johnson contre le coronavirus et compte notamment accélérer sa campagne de vaccination. Un nouvel allègement dès lundi des restrictions imposées pour endiguer la propagation du Covid-19 en Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, après une baisse spectaculaire du nombre de contaminations. Cet allègement, qui entre en vigueur dès ce dimanche à minuit, va permettre une reprise de la plupart des activités économiques dans un pays à économie sinistrée par le virus. Dans une adresse télévisée, Ramaphosa a fait état d'une baisse constante des contaminations et des admissions hospitalières ces 8 dernières semaines. Suite à une évaluation de l'état actuel de la pandémie dans le pays, le cabinet, après avoir consulté à différents niveaux les provinces et les maires des métropoles, a décidé plus tôt dans la journée de faire passer le pays du niveau d'alerte 3 au niveau 1. Le nouveau niveau d'alerte entrera en vigueur plus tard dans la soirée, une fois que la réglementation aura été publiée au journal officiel. Selon le chef de l'État,
l'Afrique du Sud a enregistré un peu moins de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 au cours de la semaine écoulée, contre plus de 40 000 au cours de la dernière semaine de janvier et environ 90 000 au cours de la dernière semaine de décembre. Il a attribué cette baisse spectaculaire aux mesures de santé publique, au changement de comportement et l'acquisition d'une immunité chez ceux précédemment contaminés. Certaines mesures de restriction avaient été déjà allégées le 1er février. Vente d'alcool et rassemblements religieux avaient notamment à nouveau été autorisés et la durée du couvre-feu déjà réduite. La première femme à prendre la tête de l'Organisation mondiale du commerce a inauguré son mandat ce lundi. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a participé ce jour à la réunion du Conseil général. Reportage. À peine arrivée, la nouvelle chef de l'OMS, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé lundi à débloquer les négociations sur les aides à la pêche au premier jour de mandat historique à la tête d'une institution en crise en pleine pandémie. J'arrive dans une des plus importantes institutions du monde et on a beaucoup de travail. Je me sens prête, a-t-elle lancé à son arrivée au siège de l'Organisation mondiale du commerce, sur les berges du lac Léman. La première femme et première africaine à diriger l'OMC n'a pas perdu une minute et a inauguré en début de matinée une sculpture sur glace représentant des poissons installée par des ONG en compagnie de l'ambassadeur colombien Santiago Wills, président des négociations sur les subventions à la pêche qui sont au point mort. Nous avons vraiment le sentiment que la surpêche, la surcapacité et la pêche illégale sont des facteurs qui nuisent à la durabilité. C'est pourquoi il est important que nous achevions les négociations le plus rapidement possible, a-t-elle déclaré, en indiquant que sa présence a pour but d'essayer de soutenir Santiago Wills pour tenter de débloquer la situation. Elle a également placé la journée sous le signe de l'écoute alors que s'ouvre la première réunion du Conseil général et qu'elle doit rencontrer aussi les directeurs généraux adjoints qui ont piloté l'institution pendant les 6 mois de vacances de pouvoir et une partie de ses équipes, le tout à bonne distance, Covid-19 oblige. 2 fois ministre des Finances et chef de la diplomatie du Nigeria durant 2 mois, la docteure Ngozi, 66 ans, remplace le Brésilien Roberto Azevedo, qui a quitté ses fonctions en août, 1 an avant la fin de son mandat. Celle qui a travaillé pendant 25 ans à la Banque mondiale a été désignée le 15 février par les 164 pays membres de l'OMC au terme d'un long processus de sélection, paralysé pendant plusieurs mois par le veto à sa nomination de l'ex-administration Trump, auquel Joe Biden a mis fin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.